Je vais terminer par ces quelques petits éléments. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des problèmes de rivalité entre l'Occident et l'Orient, entre ce qu'on appelle les chrétiens, qui ne sont plus chrétiens pour la plupart d'ailleurs, mais enfin pour faire court, et le monde musulman. Toute la volonté du sionisme, c'est d'aboutir à un choc entre ces deux mondes. Il ne faut pas tomber dans ce jeu. Et vous avez malheureusement des partis politiques, et ce qu'on appelle les partis populistes, et ce n'est pas un terme méprisant de ma part, car défendre le peuple est une chose tout à fait honorable, mais les partis populistes en France, le FN, pareil aux Pays-Bas, en Suède, etc., qui tapent beaucoup sur les musulmans et jamais sur Israël. Alors, quand il y a à taper sur les musulmans, à dire qu'il y a tel aspect négatif, il faut le dire, mais quand il y a un aspect négatif aussi contre Israël, il faut le dire aussi. Le problème, c'est que ces partis-là ne disent jamais de remarques négatives sur Israël. Il faut être franc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il faut reconnaître que Marine Le Pen a, j'allais dire, révélé et affiché, puisque dans un entretien accordé au journal Haaretz, le 7 janvier 2011, et on peut le retrouver sur le site du Front National, l'UNP, Nation Presse Info, elle a dit, elle s'est pas gênée pour dire que le Front National avait toujours été pro-sioniste. Ce qui est absolument inadmissible quand on se prétend défenseur de la cause nationale, puisque d'abord, on n'a pas à être, quand on défend la cause française, on n'a pas à être pro-sioniste ou anti-sioniste, on a d'abord à défendre les intérêts français. Si les intérêts français, c'est d'être du côté d'Israël, on l'est, mais si les intérêts français, c'est d'être contre Israël, on l'est aussi. C'est-à-dire qu'on détermine sa politique, non pas en fonction des intérêts de Tel Aviv, mais d'abord des intérêts de son propre pays. Donc elle n'a pas dû dire ça. Et puis surtout, pour une personne qui se dit lutter contre le mondialisme, le sionisme est l'enfant du mondialisme. Le sionisme a été lancé, bon, il y a toujours, je pense à Bernard Lazare, mais il y a surtout la fameuse déclaration de Balfour en 1916, James Arthur Balfour, qui reconnaît un foyer juif en Palestine avec l'accord du gouvernement britannique, qui avait donc aidé à la création d'Israël au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Or, il faut bien savoir que le véritable rédacteur de la déclaration de Balfour, c'est pas Balfour. C'est un des plus grands piliers du mondialisme anglo-saxon qui s'appelait Alfred Milner, qui était le bras droit du Premier ministre anglais Lloyd George, et Alfred Milner était le bras droit d'une des plus grandes fripouilles mondialistes de l'époque, qui s'appelait Cecil Rhodes. C'est lui qui a rédigé ça. Donc, pour quelqu'un comme Marine Le Pen, qui dit avec raison qu'il faut combattre le mondialisme, on ne peut pas être sioniste, puisque c'est Satan qui a enfanté Lucifer. Bon, voilà. Donc c'est un contresens. Je vous demanderai une chose, d'être prudent sur les apparences et ce qu'il y a derrière. Parce que, voyez-vous, ça qui est terrible, vous avez des personnes, ou en tout cas des instituts politiques ou des partis politiques qui peuvent dire de bonnes choses, et le Front National dit de bonnes choses. Mais, vous savez, là c'est l'exemple du Front National avec le pro-sioniste, là c'est impossible quand on défend les valeurs françaises ou la France. Bon. Vous avez ce qu'on appelle la gestion des contraires. Ça, c'est une méthode anglo-saxonne qui consiste à mettre deux éléments absolument opposés et les gérer en même temps pour créer des conflits. Vous avez, dans le cas du Front National, un homme qui était conseiller d'État, qui est mort en 1999, qui s'appelait Jean Motin. Motin, M-O-T-I-N, qui a travaillé pour le Front National et le Club de l'Horloge d'Henri Lescure. Et il a, entre autres, pondu des rapports sur le coût de l'immigration, etc. Bon, d'accord, il défendait les valeurs françaises, bon, d'accord, il disait qu'il n'aimait pas les immigrés, bon, d'accord, bon, d'accord. Parallèlement à ça, vous avez le plus grand institut mondialiste en France qui s'appelle Le Siècle, que vous connaissez sûrement pour la plupart, qui a été créé en 1944, et qui a été créé donc par Georges Bérard-Kellin, et qui réunit la crème de la crème, politique, économique, journalistique, militaire, et les gens qui en font partie doivent impérativement avoir une activité professionnelle. S'ils sont à la retraite, ils dégagent. On veut que des gens, vraiment, bon, en gros, ils veulent des gens efficaces et qui sont sur le terrain. Mais le problème, donc, le siècle, c'est un truc mondialiste, bon, qui donc ne correspond pas du tout au Front National et au Club de l'Horloge. Bon, c'est différent. Enfin, quand on compare, c'est complètement différent. Là où il y a un petit hic, c'est que, on vous dit toujours, le fondateur du siècle s'appelait Georges Bérard-Kellin, oui, mais il n'était pas seul. Et il y en a un qui l'a aidé jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1999, c'est Jean Motin. En fait, cet homme-là
travaillaient pour deux mondes opposés. Il travaillait pour un parti, l'UFN, le Club de l'Horloge, pour des valeurs apparemment bonnes, défense de la cause nationale, et en même temps, il a fondé et travaillé au service d'un institut qui était l'antithèse du FN. Donc je vous demande d'être prudent, surtout quand je vois qu'il y a quelques semaines de ça, Marine Le Pen à Nice a reçu deux avocats, Collard et le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, franc-mac. Alors que la franc-maçonnerie, par définition, veut ce qu'ils appellent la République universelle. Enfin, ça s'appelle la gouvernance mondiale. Donc, soit on est bête, soit ils sont bêtes, soit ils sont intelligents, et ils le sont en fait, mais dévoyés. Donc ne vous faites pas avoir, ce n'est pas parce qu'un dirigeant politique dit des choses justes qu'automatiquement il est bon dans le fond. Vous savez, c'est comme Nicolas Dupont-Aignan qui dit des choses tout à fait justes, mais en fait, cet homme-là, il bouffe à tous les râteliers. Et surtout, il a été sympathisant, il a même plus qu'il était sympathisant, socialiste dans les années 80, il a fait partie du club de réflexion de Rocard, club qui s'appelait Convaincre. Et puis il a vu que ça n'avait pas d'avenir pour lui, il a changé de boutique. Donc, et puis surtout, il ne connaît pas l'histoire de France. Car, intéressez-vous, dites-vous toujours, un homme politique, homme ou femme, doit avoir des connaissances en économie, etc., ça c'est sûr. Mais un pays ne se dirige pas comme une entreprise. C'est en partie une entreprise, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi une civilisation, c'est aussi des traditions. Et un chef d'État, le vrai chef d'État, qui s'appelle Bismarck, qui s'appelle Churchill, etc., ils ont tous en commun, ils sont pétris d'histoire. Est-ce que les hommes politiques, et en tout cas ceux qui prétendent défendre la cause nationale, sont pétris d'histoire de France, et en même temps connaissent l'histoire de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Russie, etc. Est-ce que ce sont des gens pétris? Est-ce que les dirigeants du FN, à la tête du FN, sont pétris d'histoire? Non. Ils sont actuels, ils sont modernes, modernistes. Il n'y a aucun classicisme. Le classique n'empêche pas d'être à la pointe du progrès, mais ils n'ont aucune connaissance en histoire. Bon, ben, on ne s'appuie pas là-dessus. Et dernière information, je vais clore là-dessus parce qu'il commence à faire chaud et que j'ai besoin d'une bière. Dans la mise en place de cette gouvernance mondiale, ça vient de tomber, c'est tombé il y a 3 semaines. Je vous ai dit qu'il y a cette volonté de mettre en place des blocs continentaux. L'Union européenne est le prototype le plus avancé. L'Amérique du Sud, c'est l'UNASUR. En cours de route pour l'ALENA, pour l'Amérique du Nord, qui doit s'appeler Union nord-américaine ou Communauté nord-américaine. Pour le bloc eurasiatique, vous avez eu le lancement en octobre 2000 de la CEA, Communauté économique eurasiatique. Eh bien, le 4 octobre 2011, Vladimir Poutine a décidé de passer à la vitesse supérieure. C'est l'information, c'est Ivestia, c'est RIA Novosti, pardon. RIA Novosti, c'est l'AFP version russe, mais traduit en français, où, comment il s'appelle, Poutine a décidé la création d'un bloc supranational, l'Union eurasienne. Je vous lis ceci. Nous proposons un modèle de puissante union supranationale capable de devenir un des pôles du monde moderne et de jouer le rôle de connecteur efficace entre l'Europe et la région Asie-Pacifique. C'est un projet ouvert et nous saluons l'adhésion de notre partenaire, car ça sera la Russie, Kazakhstan, Biélorussie et tous les pays de l'ancien bloc soviétique. En fait, une union eurasienne, supranationale, qui dit supranationale donc contre les intérêts nationaux, parce qu'on ne sert pas de maître. Hein. On a soit une épouse, soit une concubine, mais on ne peut pas avoir l'épouse et la maîtresse. Ah, bien sûr que si. Bon. Vantard. Donc, blague à part. Donc, en fait, qui dit Union eurasienne supranationale dit obligatoirement des principes qui sont contre les traditions et les valeurs de la civilisation russe. Donc, on voit que l'architecture du monde, de cette gouvernance mondiale, galope. Et on est dans la dernière décennie, pour moi, 2010-2020, où les choses vont se faire ou se défaire. Mais compte tenu que j'ai toujours considéré ce projet comme babélien, je sais qu'il se cassera la gueule. Le problème, il est dans la tour. Et qu'on risque, en tout cas pour beaucoup, de ne pas s'en sortir vivant. N'empêche, prenons bien. Je vous remercie.